C'est fini. C'est fini, on rentre chez soi, il n'y a plus rien à voir, c'est mort. C'est mort. Non, mais on entend beaucoup par-ci par-là, entendre que le mouvement social se ferait finito. Voilà, des gens qui y croient plus. Pourquoi ils y croient plus? Principalement parce qu'ils voient plus de feux de poubelle, je pense. C'est vrai, il y a moins de manifs sauvages. Même s'il y en a une grosse jeudi dernier par rapport aux violences policières et puis pour les personnes dans le coma et les blessés de Sainte-Soline. On a pu voir d'ailleurs à ce moment-là un centre des impôts qui brûlait. Le centre des impôts de Bron a été incendié dans la nuit de jeudi à vendredi. Un tag "On ira jusqu'à l'Elysée" a été retrouvé devant le bâtiment. Mais à part les manifestations spontanées qui sont moins fréquentes, et c'est normal parce qu'on a vu énormément de violences policières, des interdictions de manifester, qui ont d'ailleurs été levées parce qu'elles étaient interdites, des gardes à vue, tout ça, donc ça a fait baisser la fréquence de ces manifestations, mais sinon, le pays est toujours ingouvernable. C'est-à-dire que Macron s'est rendu dans les Alpes, en hélico, parce que c'était le seul moyen qu'il pouvait avoir, avec énormément de gendarmes dans un endroit au milieu de nulle part où il n'y a personne. Il s'est quand même fait huer et il s'est quand même retrouvé avec des manifestants. Et Elisabeth Borne s'est rendue dans son fief, il y avait plus de 4000 manifestants. Donc on voit que le gouvernement ne peut plus sortir, ne peut plus gouverner en l'état tant qu'on n'a pas fait le point sur cette réforme des retraites. Et nous, on a tout intérêt à continuer de mettre cette pression pour montrer que le mouvement n'est pas fini à ce niveau-là. Et ça, ceux qui l'ont mieux compris, je pense, c'est les grévistes et ceux qui bloquent. Actuellement, on a le mouvement de grève qui reste très suivi dans les secteurs clés, notamment les raffineries. On a vu, moi, autour de chez moi, j'ai du mal à faire de l'essence. Le mouvement de grève dans les ports aussi, dans l'énergie, les éboueurs, notamment les éboueurs de Paris, qui ont un préavis de grève illimité à partir du 13 avril. Et puis des blocages qui ont lieu tous les jours, notamment par des syndiqués, mais pas que, qui permettent de bloquer des grands axes, et donc qui permettent de faire baisser les échanges, et puis donc l'économie, et puis les profits que les capitalistes ont à se faire dans ce pays. On a même eu le soutien des raffineurs belges qui bloquent une raffinerie Total en Belgique, parce que cette raffinerie envoie du carburant en France et donc contribue à casser les grèves. Donc on les remercie, et ce soutien international fait chaud au cœur. Et à partir de là, je vois pas comment quelqu'un qui s'intéresse un peu au mouvement peut dire que oh, c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus rien à voir. En réalité, la base est déterminée, comme elle l'était au début. On est toujours là. Les effets de la grève commencent à se voir de plus en plus. Paris est bourré de poubelles, l'essence est dure à trouver. Et on a pu voir même la directrice d'Elengy qui pleurait dans une lettre ouverte en disant qu'il perdait 10 millions par semaine. Je vous lis pas toute la lettre, mais elle dit "Elengy est confronté à une crise sans précédent. 17 déchargements ont été annulés dans nos terminaux et ont été reroutés chez deux concurrents." Donc ça la fout mal. Pour l'activité citerne, plus de 1000 chargements ont été perdus. La filière ne peut pas supporter un arrêt de cette ampleur. Concernant l'impact financier, à court terme, nous avons perdu près d'un tiers du résultat prévu en 2023. À court et moyen terme, le mouvement hypothèque la fiabilité de nos installations avec des risques d'indisponibilité complémentaires pouvant entraîner des pertes additionnelles de chiffre d'affaires. À plus long terme, cela pourrait remettre en question l'image d'Elengy vis-à-vis de ses financeurs et actionnaires, alors que la place du gaz dans la transition énergétique est toujours attaquée par ses détracteurs. Donc on voit quand même qu'en haut, ceux à qui ça fait perdre du pognon, ils sont en sueur. Et au-delà de la base qui est déterminée, mais ça on le sait depuis longtemps, la direction s'est radicalisée depuis le congrès de la CGT. Je vais vous en parler en détail dans d'autres vidéos de ce congrès, mais ce qui est à noter, c'est qu'il y a un nouveau bureau confédéral de la CGT qui est un peu moins dans la roue de la CFDT, qui est un peu moins dans la négociation molle avec le gouvernement, et que la nouvelle secrétaire générale Sophie Binet a été claire, en se démarquant vraiment bien de Laurent Berger: on ira jusqu'au retrait de la réforme. Et puis même au fond, si on a l'impression que Berger et Martinez commençaient à lâcher un peu en parlant de pause, de médiation, de toute façon, Borne et Macron ont refusé ce matin tout dialogue social sur les retraites à la réunion avec l'intersyndicale. Ils leur ont craché à la gueule en disant non, il n'y aura rien. Alors que bon, on peut imaginer que Berger, si on lui proposait 63 ans et puis des petits aménagements et tout, il dirait oui, mais en fait, Macron et Borne ne veulent pas entendre parler, c'est des extrémistes, ils s'enferment dans leur truc, donc on les laisse s'enfermer et nous on continue de lutter pour le retrait total de cette réforme, et puis même pour nos revendications à nous, qui sont la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, le SMIC augmenté à 2000 euros, tout ça. Et encore une dernière chose pour les gens qui disent que c'est fini, mais ils regardent ce qui se passe chez les jeunes ou pas, parce que chez les jeunes, pour le coup, c'est vraiment en train de monter. Chez les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes dans le mouvement, il y a de plus en plus de revendications, au-delà évidemment du retrait de cette réforme, mais aussi par rapport à Parcoursup, par rapport aux bourses, il y a plein de revendications comme ça. Il y a des blocus partout dans le pays, et ces blocus, c'est bien parce que ça permet aussi, quand la fac est fermée, pour les jeunes d'aller aider les grévistes qui souffrent malheureusement d'une grosse réquisition, et ça je trouve que
L'intersyndicale n'en parle pas assez, parce que c'est totalement honteux ce qui se passe au niveau des réquisitions. Donc si les jeunes peuvent aider, c'est très bien, et ça va permettre de renforcer le mouvement social. Et puis, s'il y a bien une chose extrêmement importante que certains commentateurs qui pensent qu'un mouvement social, ça se mesure au nombre de feux de poubelle ont raté, c'est l'image actuelle de la Macronie. Et si elle est soutenue ou non, parce que là, on va être clair, Macron et ses sbires, ils sont à poil. C'est pour ça qu'ils tentent une opération politico-médiatique contre la NUPS pour dire que c'est de leur faute, qu'il n'y a aucun souci dans le pays, à part la violence des manifestants et qu'il n'y a pas de violence policière, sauf que ça ne marche pas. Le mouvement est toujours soutenu à plus de 60% par la population française malgré tout, ce qui est énorme après plus de 2 mois de contestation et une propagande politico-médiatique incessante. L'ONU, la Cour européenne des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, la Russie et puis même les États-Unis condamnent la répression policière dans ce pays. Mais c'est même pire, même certains républicains comme Charles Consigny les condamnent. 2 choses. D'abord, sans rien enlever à la responsabilité des casseurs, etc., qui sont bien sûr les premiers responsables du bordel, et les Black Blocs et tout. Mais on a tous vu sur Twitter des vidéos de manifestants tout à fait normaux, sans masque, sans casque, sans armes, qui se faisaient, on ne sait pas pourquoi, nasser, regrouper dans des espaces petits et qui ne pouvaient même plus reculer et qui se prenaient quand même des coups de matraque, on ne sait pas pourquoi, pour reculer on ne sait où. Ça, je suis désolé, mais tout le monde l'a vu sur Twitter. Et il y a une espèce de gratuité dans le coup de matraque qui, quand même, moi, me donne le sentiment que le pouvoir matraque son peuple pour lui faire fermer sa gueule et pour le soumettre. On a quand même ce sentiment-là. Et j'ai eu beaucoup ce sentiment sous Macron, cette espèce de côté où on soumet les gens, on les oblige, on les enferme, on les marque avec un QR code, etc. Il y a quand même cette espèce de côté un peu avilissant pour les citoyens libres et fiers que devraient être les Français, premièrement. Ça, c'est super intéressant, je vous en avais déjà parlé, ça veut dire que le bloc bourgeois est désuni. Parce que on a quelques bourgeois progressistes, donc qui sont plutôt avec nous. On a le bloc macroniste, mais dedans, ils commencent à douter, ils sont acculés par toute la communauté internationale et puis par tout le peuple français. Et puis, à l'intérieur des Républicains, tout le monde ne soutient pas Macron et ils essaient même de lui dire « Ouais, t'es un peu un dictateur, c'est un peu bizarre ce que tu fais. » Alors peut-être que eux feraient la même chose à sa place, mais le petit micmac politicien fait qu'il l'accule aussi. Et du coup, le pouvoir n'a jamais été aussi faible, alors que nous, on n'a jamais été aussi unis. Donc ça nous permet d'espérer de grandes choses pour ce mouvement. D'autant que je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'on n'en parle pas trop à la télé, mais la Macronie fait face à des scandales de jour en jour. On a eu du nouveau sur l'affaire McKinsey, notamment des témoignages autour de la campagne présidentielle 2017, en fait, qui montrent que Macron aurait été aidé par des gens de chez McKinsey sans les payer. Alors McKinsey plaide oui, c'était sur leur temps libre, c'était pas en tant que personne de McKinsey, sauf que c'est quand même très bizarre cette histoire, parce que des gens de chez McKinsey aident Macron alors que d'habitude ils sont payés 10 000 € par jour, c'est ce qu'ils disent dans l'article, et que ensuite, vous vous souvenez de l'affaire McKinsey, Macron commande des PowerPoint pour des millions et des millions d'euros aux frais du contribuable. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une histoire d'échange de bons procédés où McKinsey aide Macron à être élu gratuitement, ce qui est interdit parce que normalement on doit déclarer ses frais de campagne, et puis après Macron, au lieu de payer de sa poche, il paye avec les frais du contribuable McKinsey. On peut se le demander. Ça la fout quand même mal, surtout que je vous rappelle la vidéo que j'ai faite là sur le scandale pour les détournements de fonds à l'Elysée, où un article expliquait que Macron employait des fonctionnaires de l'Elysée pour faire le courrier de Renaissance. Au lieu de les payer avec l'argent de Renaissance, il les payait aux frais du contribuable. On a aussi évidemment l'affaire Schiappa, avec un fonds créé pour promouvoir les valeurs républicaines après l'assassinat de Samuel Paty. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu 2,5 millions d'euros dans ce fonds et que ça a été versé à des gens qui, au final, ont juste produit des vidéos YouTube qui faisaient 50 vues, enfin rien du tout, et qui se sont versés 200 000 € de salaire chacun. Donc là, il y a encore une histoire qui est très très bizarre. On se demande s'il n'y a pas du détournement de fonds, s'il n'y a pas des pots de vin ou des choses comme ça, encore une fois aux frais du contribuable, et en plus de manière horrible, parce que c'était pour l'assassinat de Samuel Paty quand même. Et puis, une affaire dont on n'entend pas assez parler, j'aimerais bien vous faire une vidéo là-dessus, mais c'est très long parce qu'en fait c'est un micmac pas possible, c'est les scandales autour d'Alexis Kohler.
C'est-à-dire, en gros, je vous résume vite fait, Alexis Kohler, le secrétaire général de Macron, depuis 8 ans, je crois, son collaborateur, c'est son bras droit, quoi, en gros. Il semblerait que Alexis Kohler, d'après les révélations, notamment de compléments d'enquête, et puis d'autres révélations, parce qu'il a actuellement une procédure judiciaire aux fesses, en gros, ses cousins ont la plus grande entreprise de transport maritime au monde, qui s'appelle MSC. Sauf qu'il semblerait qu'Alexis Kohler a géré la vie de l'État français par rapport à MSC dans certaines affaires, ce qui constitue évidemment un conflit d'intérêts, parce que s'il favorise par exemple MSC alors que c'est ses cousins, c'est anormal. Et en plus de ça, par la suite, Alexis Kohler est rentré à MSC, avec un salaire, je crois, de 24 000 euros par mois. Et donc on peut se demander si c'est pas pour service rendu ou pour des choses du genre. Et puis, dans un second temps, on s'est rendu compte de quoi ? On s'est rendu compte que MSC, c'était le transporteur maritime phare par lequel passait le trafic de cocaïne par voie maritime dans le monde. Il y a eu la plus grande prise de cocaïne par voie maritime par les services de douane américains, qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, avec 20 tonnes de cocaïne, soit 1 milliard d'euros. Et puis ils se sont rendus compte, en faisant des recherches par rapport à ça, qu'il y avait un tiers de l'équipage de MSC qui était sûrement dans le coup, qui faisait partie de mafias des Balkans qui redistribuaient après la cocaïne, enfin des trucs assez incroyables, et que c'était quasiment toujours par des bateaux de la compagnie, donc des cousins d'Alexis Kohler, que passait la cocaïne. Donc bref, histoire extrêmement sensible. C'est peut-être pas terminé, j'imagine que de toute façon Macron, avec la puissance qu'il a, il va réussir à faire traîner tout ça, et durant son mandat on n'entendra peut-être pas trop parler, mais c'est quelque chose qui peut être à même de le fragiliser. Bref, je vous laisse renseigner sur ces histoires parce qu'il y a des documentaires qui sont longs, qui durent 1 heure, il y a des articles à lire pour essayer de comprendre tout ce qui se passe, mais je trouve ça pas mal que ces histoires éclatent pendant que Macron est le plus fébrile, quoi. Bon, si avec tout ça vous n'êtes pas convaincu qu'il faut se battre, je vous donne 2 autres arguments que vous avez sûrement pas vus sur cette réforme. D'abord, un article qui est passé un petit peu sous le manteau. En gros, le texte a changé quand il a été voté au Sénat, et ce qu'a ajouté le Sénat, c'est qu'on allait prendre 700 millions d'euros dans la branche AT-MP, donc la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour financer la réforme. C'est-à-dire qu'il y aura 700 millions d'euros de moins pour les gens, je sais pas, qui ont qui ont la main, qui ont l'épaule en vrac à cause de leur boulot ou des choses du genre, ou qui ont un accident du travail, pour pouvoir financer cette réforme des enfers. Alors que pendant ce temps-là, Bernard Arnault et Françoise Bettencourt sont devenus l'homme et la femme la plus riche du monde, avec Bernard Arnault qui vient de dépasser les 200 milliards d'euros de fortune, alors que nous, on nous parle de 13 milliards hypothétiques, donc alors que nous, on nous parle de 13 milliards qui seraient peut-être, donc c'est hypothétique, seraient peut-être déficitaires pour la retraite. Et enfin, je vais vous montrer ce qui se passe quand on participe pas aux mouvements sociaux, alors qu'on le soutient. Bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, après, comme Pape Ndiaye, qui se permettent de dire que si les gens n'y participent pas, bah, c'est parce qu'au fond, ils adhèrent plutôt à la réforme. Ce qu'il nous a dit sur le truc de Public Sénat par rapport aux profs. Je dirais que les enseignants ont participé de façon relativement importante, au moins au début, à la mobilisation. Et puis ensuite, les chiffres ont décru. La réforme en elle-même a certes, bien entendu, et on peut le comprendre, suscité des oppositions. Néanmoins, les enseignants n'ont pas été, je dirais, les fers de lance de la mobilisation comme on a pu le voir dans le passé. Et parce que les conditions que vous leur proposez sont bonnes, ou simplement parce qu'il y a un problème d'argent aussi? Faire grève, ça coûte à la longue. Je pense que le calcul, les enseignants ont fait leur calcul et se rendent compte que la réforme telle qu'elle est proposée n'a un impact, bien entendu, en particulier pour les enseignants qui sont en fin de carrière, mais dans des proportions qui restent relativement gérables. Donc voilà, comme les profs n'ont pas suivi toutes les grèves, même si au plus fort de la mobilisation c'était à 60% suivi dans le premier degré quand même, et qui continuent à faire grève quand même pas mal, pour Pape Ndiaye, ça veut dire qu'ils ont compris que la réforme c'était quand même pas mal pour eux. Alors aucun rapport avec le fait qu'à chaque fois qu'ils font grève ils perdent 80, 100 euros, non, aucun rapport, c'est parce que ils sont plutôt pour. Bref, tout ça pour vous dire qu'on doit se battre. Il y en a qui peuvent pas faire grève,
comprends, mais allez au maximum au blocage, allez au maximum aux manifs, faites grève si vous pouvez, donnez de l'argent aux caisses de grève, que je vous mets comme d'habitude dans les liens en description, et puis organisez-vous, syndiquez-vous, allez dans des partis, parce qu'il faut qu'on continue le combat et parce qu'on va gagner. Prenez conscience que tout ce qu'on fait actuellement, ça leur tape au portefeuille, et que même s'ils ne le disent pas haut et fort, parce qu'ils flippent que ça continue et que ça nous donne de la force, c'est ce qui se passe, et on l'a vu avec la petite lettre de la directrice d'Élangy. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus violents d'ailleurs, et qu'ils se droitisent. On voit que la bourgeoisie est de plus en plus prête soit à soutenir directement l'extrême droite, soit à transformer Darmanin et Macron dans des politiques d'extrême droite, car elle pense que la violence envers le mouvement social, c'est le seul moyen pour elle de récupérer ses dividendes et ses profits. C'est encore une fois la vieille devise de la bourgeoisie, plutôt Hitler que le Front Populaire. Et encore une fois, j'ai envie de passer un message spécial aux jeunes, parce que je sais qu'ils regardent. Allez-y, c'est votre avenir qui se joue maintenant, pour la réforme des retraites, mais aussi pour vos autres revendications, qui sont légitimes, notamment par rapport à Parcoursup, par rapport aux bourses, par rapport aux Crous. Macron a peur de vous. Il a peur de vous parce que vous êtes capable d'être très nombreux et vous êtes capable de faire des longues mobilisations. Parce que vous n'avez pas de crédit en général, vous n'avez pas d'enfants, et donc vous êtes capable d'aller soutenir sur les piquets, vous êtes capable de bloquer des facs, vous êtes capable de bloquer plein de trucs. Et c'est pour ça que Macron a déjà lâché sur le SNU et a donné la 37 balles en plus sur les bourses, parce qu'il a peur de vous. Il a peur d'un nouveau mai 68 et votre presseur se fatigue beaucoup les flics. Donc allez-y, vraiment, c'est maintenant qu'il faut que vous vous organisiez et que vous amplifiez le combat. Bon, pour le reste, que ce soit des jeunes ou non, je vous dis bonne mobilisation pour demain. N'hésitez pas à emmener vos amis aussi, il y a des gens qui soutiennent mais qui restent dans l'ombre, il faut qu'ils viennent. Moi perso, je serai demain dès 6h pour une action, et puis après je serai à la manif. Et faites de même, voilà, si vous voulez que le monde change.